Comment se terminent les dessins animés de notre enfance? On a déjà parlé de 20 séries et à chaque fois vous étiez des millions à nous demander la suite. Alors préparez-vous pour une nouvelle bouffée de nostalgie, 5 fins de dessins animés que vous n'avez jamais vus. Le petit dinosaure. Il a un nom ce dinosaure. Petit pied. McFly et Carlito en étaient fans et a raison. Si Steven Spielberg et son Jurassic Park ont fait découvrir les dinosaures à toute une génération, c'était pas la première fois qu'ils nous en montraient à l'écran. 5 ans avant, il réalisait Le Petit Dinosaure. Ça raconte l'histoire de Petit Pied, un jeune long cou qui vit à la fin du Crétacé. Bon, il y a plein d'erreurs historiques, c'est pour les enfants, on va pas chipoter. Le film en a traumatisé plus d'un. Dès le début, la maman de Petit Pied meurt en le défendant contre un T-Rex. Je serai avec toi, même si tu ne me vois pas. L'ambiance. Il se fait recueillir par ses grands-parents, mais un séisme les sépare. Petit Pied est seul, dans un monde en ruine, au fond du trou. Son seul espoir, c'est de trouver la Grande Vallée, un des derniers endroits encore habitables sur Terre. Tout y est à profusion, il espère pouvoir y retrouver sa famille. Dans son aventure, il sera accompagné par ses amis, comme Serra la Triceratops, avec qui ils vont gravir des montagnes, des marécages, ils échappent à une éruption volcanique, et surtout, réaffrontent le tyrannosaure du début. Bref, c'est Bambi, en plus épique. Finalement, Petit Pied arrive à la Grande Vallée, tout le monde retrouve sa famille, on se fait un gros câlin, et c'est la fin. Le film a été un carton, 84 millions de dollars de recettes, et ça sans compter les ventes de cassettes et les jeux vidéo. Pour le grand public, c'est digne d'un Disney. Alors évidemment, on en a fait des suites, plein de suites. Entre 1988 et 2016, c'est plus de 14 films, presque un par an de 94 à 2007. La plupart sont assez moyens. Spielberg est parti pour faire des dinosaures en 3D, et ça sent. Ceux de 96 et 98 manquent cruellement de tension. L'histoire se répète et à aucun moment on a peur pour Petit Pied et ses amis. Après, il y en a quand même des très bons. Dans le deuxième, Petit Pied découvre un bébé T-Rex. Il le nomme Gobber et décide de l'élever avec ses amis jusqu'à ce que ses parents le retrouvent. S'accepter malgré nos différences, la tension entre herbivores et carnivores, on dirait Zootopia avec 20 ans d'avance. Dans le cinquième film, Petit Pied retrouve Gobber sur une île et ça provoque un combat entre T-Rex et Giganotosaure. 11 ans de la graine Jurassic World. En 2007, Cartoon Network diffuse même une série de 26 épisodes. Malgré tout ça, l'histoire n'avancera pas beaucoup plus. Serra a une petite sœur, ok. Perry a appris à voler, cool. C'est tout. Le dernier film est sorti en 2016, c'est une des rares fois où on voit Bron, le père de Petit Pied. En guidant son troupeau vers la Grande Vallée, il se retrouve piégé au milieu d'un volcan, Petit Pied le sauve, père et fils sont réunis. Fin. Techniquement, il pourrait encore avoir des suites, mais ça fait 10 ans que c'est silence radio, alors peut-être bien pour Petit Pied, et jamais il ne deviendra grand. Les dessins animés, c'est bien, mais les animés japonais, c'est encore mieux, non? Si vous pensez ça, alors vous êtes sûrement déjà abonné à la plateforme streaming numéro 1, notre partenaire Crunchyroll. Avec Trash, on a un cadeau pour vous, un essai gratuit de 14 jours. Oui, tous les animés visionnables sans dépenser 1 euro. Pour les plus motivés, 14 nuits blanches, c'est suffisant pour faire les 1000 épisodes de One Piece, gratos. Je serai le roi des pirates. Crunchyroll, c'est tellement quali qu'on est sûr que vous allez vous abonner. Pour profiter à fond de ces 14 jours, je vous ai fait un petit top 4. Demon Slayer, l'histoire d'un chasseur de démons dont la petite sœur s'est fait contaminer et qui doit en trouver le coupable. C'est juste l'un des animés les plus beaux que j'ai jamais vus. 3. L'attaque des titans. Un monde où l'humanité n'est que de la nourriture pour ces monstres. Obligé de vivre cloîtré derrière un immense mur, jusqu'au jour où il se fait détruire. C'est un des meilleurs scénarios. 2. Spy Family, où 2 espions se mettent en couple, sans le savoir, en étant sûrs d'être sous couverture d'une petite famille modèle. Et évidemment, ça va mal tourner, mais ça reste drôle et très mignon. Et en 1, Chainsaw Man, un ado qui fusionne avec son démon de compagnie, devient un homme tronçonneuse et collabore avec l'État dans l'espoir de perdre sa virginité. Ok, ça a l'air loufoque comme ça, mais c'est diablement profond, et la fin va vous mettre une claque. Vraiment, le nouvel animé à suivre. Vous avez aussi les classiques Death Note, Cowboy Bebop, Full Metal Alchemist, Great Teacher Onizuka, Naruto, ou des nouveautés comme Blue Lock ou Mob Psycho 100. Il y a vraiment tout pour se faire une culture animée solide. Crunchyroll, c'est toutes ces séries disponibles en HD sous-titrées en français sur toutes les plateformes, télé, PC, console, avec même du simulcast, la possibilité de voir l'animé en même temps que le Japon. Vous n'avez plus d'excuses, Crunchyroll, le lien est disponible en description. Steven Universe. Nous les jeux de cristal, on sauve le monde entier. C'est probablement le dessin animé qui a le plus marqué les années 2010.
Diffusé sur Cartoon Network, ça raconte l'histoire de Steven, un hybride entre un humain et une gemme. Alors c'est pas des pierres précieuses, mais c'est une race alien. Malheureusement, sa maman Rose Quartz est morte à sa naissance. Il garde d'elle un diamant sur le nombril qui lui donne des pouvoirs magiques. Suite à quoi, Steven se fait embarquer dans un conflit intergalactique avec ses amis Grenat, Améthyste et Perle. Le public accroche tout de suite. Les dessins, les personnages, les musiques et des thèmes nouveaux qu'on n'avait pas encore vus à la télé. C'est diffusé dans 187 pays avec presque 1 million de téléspectateurs par épisode. Sur Rotten Tomatoes, les 5 saisons tiennent un record parfait de 100% d'avis favorables. C'est du jamais vu. À la fin de la saison 1, Steven est devenu plus mature. Il a combattu des monstres et rencontré d'autres gemmes comme lui. Certaines sont sympas, d'autres beaucoup moins. Elles sont en fait dirigées par 4 diamants tyranniques, qui dans le passé ont tenté d'envahir la Terre, mais qui ont été mis en échec par la mère de Steven. Depuis, elle est recherchée partout pour haute trahison. Dans la saison 4, Steven apprend qu'en fait sa maman était l'une des 4 diamants. Elle voulait juste vivre sa vie tranquille, du coup elle a simulé sa mort pour être avec son père. Quelques années plus tard, elle meurt pour de vrai en donnant la vie à son fils. Elle lui transmet alors ses pouvoirs et son âme cristallisée dans le nombril de Steven. Il a donc techniquement une part de sa mère dans son corps, ce qui fait donc de lui un diamant, un des grands dirigeants de l'univers. Ça lui permet de décréter que la guerre c'est pas bien, et apparemment ça suffit, Tout le monde arrête de se battre. Dans la saison 5, les héros partent à la recherche de diamants blancs pour qu'elle les aide à soigner toutes les gemmes corrompues. Ils la trouvent, sauf qu'elle est encore méchante. Elle n'accepte pas Steven en tant que diamant et lui arrache sa gemme pour amener sa mère à la vie. Heureusement, Steven s'en sort et il débloque même un Super Saiyan. Il explique que sa mère est partie pour de bon, Blanc doit l'accepter comme il est, les gemmes corrompues sont soignées, tout est bien qui finit bien. Ou pas, parce que la série n'est pas censée se terminer comme ça. L'autrice arrive à négocier 12 épisodes en plus avec un film. Mais c'est toujours pas suffisant, la fin est rushée, les thèmes sont jetés les uns au-dessus des autres. Le problème, il est autant économique que politique. Steven Universe, c'est pas facile à exporter. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, c'est juste banni. Même en France, on a modifié plein de dialogues pour retirer les messages jugés trop idéologiques, sur les thématiques LGBT notamment. Ça a fait hurler les fans. Heureusement, 1 an plus tard, la série reçoit quand même une ultime saison, Steven Universe Future. Quelques années ont passé. Les gemmes se sont installées sur Terre et cohabitent avec les humains. Steven est même devenu directeur d'une école pour gemmes. Le problème, c'est que son côté Super Saiyan apparaît de plus en plus souvent, sans qu'il sache pourquoi. Maintenant que tout est fini, il a l'impression de ne plus avoir de but dans la vie. Il va carrément demander Connie, son amie d'enfance, en mariage, mais il se prend un râteau. Dans sa tristesse, il se laisse emporter par ses pouvoirs et commence à blesser les gens. Il craque et devient un énorme monstre. Car toute sa vie, il a aidé les autres, sans jamais apprendre à s'aider soi-même. Aujourd'hui, toutes ses émotions explosent. Ses amis se précipitent sur lui, on lui dit qu'on l'aime, qu'on sera toujours là pour lui. Il se calme et reprend sa forme humaine. Tout est bien qui finit bien, cette fois pour de bon, Steven se soigne, part en road trip et c'est la fin. C'est une belle conclusion, mais elle a pas mal divisé les fans. On fait des vidéos de 2 heures pour expliquer en quoi c'est nul, on s'entre-déchire en commentaire. La communauté a toujours été la force de Steven Universe, mais aussi sa plus grande faiblesse. Certains font vivre la série jusqu'à créer des épisodes originaux, mais d'autres se privent pas de violemment harceler les fans artistes sur internet. Tout ça c'est pourtant l'opposé du message bienveillant que diffuse la série, la morale de Steven Universe étant d'être gentil, tolérant avec les autres, même quand vous pensez qu'ils sont méchants. Ça beaucoup passe à côté. Phineas et Ferb. Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Dans les années 90, Dan Povenmire grébouille un petit personnage sur la serviette d'un restaurant. Il regarde son œuvre et se dit que ça ferait une bonne série. Il faudra 16 ans de négociations avec Disney pour que sorte enfin Phineas et Ferb. 10 millions de téléspectateurs rien que pour le premier épisode. Au top des classements de la chaîne pendant des mois. 4 saisons, 129 épisodes qui suivent les aventures de ces 2 frères qui s'occupent pendant les vacances d'été en construisant des machines improbables. Des cabanes, des sous-marins, des robots, tout pour énerver leur sœur qui elle veut juste une vie d'ado normale. À côté de ça, il y a Perry l'ornithorynx, leur animal de compagnie, qui est en fait un agent secret qui essaye d'arrêter le docteur Doof qui veut prendre le contrôle de la ville. À chaque épisode, sa dualité. L'invention de Phineas et Ferb sert à arrêter les plans du méchant et tout rentre à la normale sans que personne se doute de rien. La série est incroyable. Les blagues sont drôles, l'animation est dynamique, on s'ennuie jamais. Mais de loin le mieux, c'est les chansons.
Toutes légendaires, toutes parodiées, il y en a une dans quasi chaque épisode. Ils ont eu 4 nominations, et il y a même un concert live avec des danseurs et des vrais musiciens. La plupart des épisodes sont indépendants les uns des autres. J'aime beaucoup celui où les frères tentent de rassembler un vieux groupe de musique pour l'anniversaire de leurs parents, ou toute l'histoire autour de Meep, un alien qui s'écrase dans le jardin et qui doit retourner dans l'espace. La fin de la série est comme le reste, en plus épique. Un ultime double épisode où la sœur utilise une machine pour remonter dans le temps afin de revivre en boucle le dernier jour de l'été, et ce jusqu'à briser le continuum espace-temps. Normal. Heureusement, avec l'aide de Doof, qui lui veut sauver sa fille, elle répare tout ça, le temps est sauvé, et les héros se rappellent avec nostalgie de tout ce qu'ils ont fait pendant ces vacances, qui elle, se termine enfin. Et oui, c'est la rentrée, et donc la fin. Fini l'été. Ok, c'est beau, mais pas très satisfaisant. Si on veut la vraie fin, il faut regarder quelques épisodes en arrière, le 26 de la saison 4. Pour la première fois de toute la série, on découvre Phineas et Ferb 10 ans plus tard, alors qu'ils viennent de finir le lycée. On voit ce que tout le monde est devenu. L'un de leurs amis est parti en école de cinéma, Ferb sort avec la fille de Doof et va dans une grande école anglaise, la sœur étudie le droit, Doof lui, il a une crise de la quarantaine avec Perry. Le problème, c'est Phineas. Il n'a aucune idée de ce qu'il veut faire plus tard, et surtout il se rend compte trop tard que Isabella, son amie d'enfance, était en fait amoureuse de lui depuis toutes ces années. Heureusement, juste avant de partir à l'université, il passe lui dire au revoir. L'épisode se finit sur les deux qui s'embrassent. Bien que la série soit terminée, Disney sort encore des films, comme en 2020, et fait tous les spin-offs possibles. On a des épisodes avec Marvel, Star Wars, il y a même un talk show complètement absurde avec des vrais acteurs connus. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir ? Digimon. Le grand rival de Pokémon. Enfin, ça c'est ce que tout le monde pensait. Là où Sacha et Pikachu rassemblaient des millions d'enfants, Digimon a eu beaucoup plus de mal à s'installer en France. Au Japon par contre c'était énorme. On est en 1997. Inspiré par les Tamagotchi ou Digital Monster, Bandai cherche de nouvelles idées pour vendre ses monstres de poche. Ça commence par un jeu vidéo, un manga, des cartes à jouer et finalement un dessin animé. Digimon Adventure. Alors qu'il est en colonie de vacances, Tai trouve un Digivice tombé du ciel qui les aspire dans le Digimonde, la dimension numérique où vivent les Digimon. Ils apprennent qu'ils sont les élus choisis pour combattre Devimon, un virus informatique. Avec des gamins de 10 ans, pourquoi pas ? Heureusement pour eux, ils ont des monstres, et ces petites merdes là, elles évoluent. Coromon devient Agumon, puis Greymon, puis Metal Greymon, puis War Greymon. Mais attention, parce qu'ils peuvent aussi fusionner avec d'autres Digimon, se faire contaminer par un virus, être boostés par des anticorps, prendre des formes antiques. Bref, c'est un énorme bordel. Les héros se retrouvent finalement face à Devimon. C'est le petit TK qui en vient à bout en digivolvant son Patamon en Angemon. D'accord, donc là c'est juste un humain quoi. Cependant, Devimon n'est pas le vrai méchant. Au-dessus il y a Apocalypse, l'amalgame de toutes les pensées négatives du monde. Le combat est épique, tout le monde débloque sa forme finale, c'est War Greymon qui en vient à bout, le monde est sauvé, fin. 54 épisodes. C'est assez court, du coup Bandai complétera avec un film. Bon, en Europe on n'est pas sûr que ça se vende, alors on rajoute une intro avec Angela Anaconda. Mais qu'est-ce que je viens de voir ? Le film raconte l'arrivée d'un nouveau virus, il est trop fort, Agumon fusionne, devient Omegamon et balance un gros rayon laser. Enfin, à ce moment-là, la licence est au top. Mais le problème avec les mods, c'est que ça passe. À partir de 2001, les ventes de Digimon chutent. La 4e saison de l'animé Digimon Frontier a du mal à convaincre. Même problème pour Digimon Data Squad et Digimon Fusion. Tai et ses amis ont été remplacés par des nouveaux personnages, mais l'alchimie est pas là. Ils sauvent toujours le Digimonde, mais ça n'a plus la même saveur. Contre toute attente, c'est le jeu vidéo qui va sauver la saga. En 2015, Bandai décide d'enfin exporter les Digimon Story en Occident. On n'attend pas grand chose, mais ça marche. Le 5e volet se vend à 1,5 million d'exemplaires. Après plus de 10 ans, la saga reprend enfin du poil de la bête. De nouveaux jeux sortent avec un animé flambant neuf. Cette fois, les Digimon sont directement dans les applis de nos téléphones. Les héros doivent se battre contre elle. Non, pas lui. Une intelligence artificielle cachée au fond du dark web qui veut prendre le contrôle du monde.
On a aussi eu droit à un reboot de l'anime original pour fêter les 20 ans, accompagné de pas moins de 7 films. Tai et ses amis sont de retour, ils sont maintenant au lycée et continuent de se battre. Malheureusement, plus ils grandissent, et plus ils se rendent compte que leurs Digimon perdent en puissance. À la fin, Tai comprend que les Digimon vivent grâce au potentiel de leur maître. Lorsqu'il n'était qu'un enfant, son destin n'était pas tracé, toutes les portes lui étaient encore ouvertes. Il avait plein de potentiel, mais à l'âge adulte, les possibilités se referment. Lorsque Tai saura ce qu'il veut faire de sa vie, son Digimon disparaîtra. Ça, il ne l'accepte pas. Il tente de trouver une solution, de retarder l'échéance, mais rien n'y fait. Pire, plus leurs Digimon utilisent leur pouvoir, plus vite ils disparaissent. Finalement, les héros arrivent à faire leur deuil. Tai accepte que son Digimon ne sera pas toujours là, et donc profite du temps qu'il leur reste ensemble. Ils battent un dernier grand méchant, puis il est temps de se dire au revoir. Les héros regardent au loin, ils parlent comme si de rien n'était. Tai tourne la tête, son Digimon n'est plus là. C'est fini. Pas de musique, pas de Deus Ex Machina. Tai est devenu grand, son aventure est terminée. Agumon a toujours été là pour lui, chaque jour à ses côtés. Il le regardait évoluer, maintenant il doit continuer sa route, seul. Contrairement aux Pokémon, Digimon a su grandir avec son public, s'adapter aux nouvelles technologies, à Internet, il nous a parlé d'enfance, d'adolescence et finalement du passage à l'âge adulte. Ces héros qui ont bercé nos tendres années, comme nous, ont perdu leurs illusions. Les responsabilités nous ont rattrapés, mais quelque part, là, au fond de notre cœur, subsiste la chaleur réconfortante du souvenir. C'est aussi le rôle d'un bon dessin animé, de nous rappeler qui on est au fond de nous.